Merci à tous du coup de votre présence. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire du coup qui va parler de l'adaptation dans la taxonomie européenne. Et du coup, dans ce webinaire, on va faire intervenir Loïs pour une introduction générale sur la taxonomie européenne, mais surtout que sur l'OID dans tout ça. Claire avec une introduction sur la taxonomie en particulier. Et l'équipe adaptation, au nombre de 3 personnes aujourd'hui, sur tous les outils de l'OID dans l'adaptation pour être compliant pour la taxonomie européenne. Et tout de suite, je vais donc partager mon écran. Voilà, je pense que mon écran est bien partagé. Je pense que tout le monde le voit correctement. Et je laisse donc tout de suite. Alors, donc voilà pour les intervenants qui vont participer au webinaire d'aujourd'hui. Loïs pour une introduction, Claire pour un replacement dans son contexte de la taxonomie européenne, et du coup 3 personnes de l'équipe adaptation de l'OIT, avec moi-même, Gaëlle Péchou et Philomène Pagès. En termes d'ordre du jour, aujourd'hui, donc, on fera une introduction rapide sur l'adaptation à l'OID, sur la taxonomie européenne et pour rappeler un petit peu les bases de cette réglementation. Et puis, on passera en détail en revue les critères DNSH et CCS de l'adaptation. Et on parlera en particulier du guide des solutions adaptatives, du baromètre de l'adaptation qu'on commence à travailler, et puis une petite conclusion et un temps de questions-réponses à la fin. Tout de suite, je laisse donc la parole à Loïs. Merci Sakina. Bonjour à tous. Pour les quelques personnes qui ne me connaissent pas, donc je suis directeur général de l'OID. Déjà, je voulais vous remercier tous ici présents pour votre participation et votre intérêt pour ces sujets. Et c'est important de souligner, je pense, le mot intérêt, parce que si aujourd'hui l'équipe adaptation de l'OID a largement grandi, on compte 7 personnes désormais qui bossent dessus presque à plein temps. Il faut savoir qu'on a commencé à travailler dessus en 2018 avec des acteurs comme la ville de Paris. On prêchait presque dans le désert. Et c'est peut-être un point que je voulais souligner en introduction, c'est le fait que on soit sur une thématique qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur, et je dirais même mieux, sa juste ampleur. Et donc, on est heureux de pouvoir travailler dessus parce que c'est un sujet passionnant. Et justement, aujourd'hui, l'objectif en partie de ce webinaire, c'est de pouvoir montrer comment, entre les études, les travaux, ce baromètre de l'adaptation et les outils tels que Batadapt, on fait de notre mieux pour pouvoir vous accompagner dans la mise en action d'actions adaptatives et aussi dans la compliance sur les dispositifs réglementaires par ailleurs. Donc, je vais pas utiliser trop de temps de cette conférence, mais je voulais juste quand même en intro rappeler quelques accomplishments des dernières semaines. En premier lieu, vous signifier que nous avions remporté le concours TechSprint organisé par la Caisse des dépôts il y a déjà cela 2 semaines. Ce prix vient récompenser tout le travail qui est fait depuis plusieurs années par Sakina et toutes les équipes de l'OID dans le développement des outils, mais aussi toute l'énergie que les uns et les autres ont pu mettre pour nous aider à co-construire ces outils. Ce prix organisé par la Caisse, pour ceux qui ne connaissaient pas, il vise à mettre à disposition des moyens divers et variés pour accélérer la transition écologique par la data. Voilà donc la première news qu'on voulait vous partager. Aussi, aujourd'hui, c'est l'occasion d'officialiser le lancement du programme Batadapt. Le programme Batadapt vise différents objectifs, dont notamment celui du passage à l'échelle de l'outil, que ce soit au niveau français ou international.
le fait aussi de pouvoir pérenniser ces développements et accélérer tous les développements, notamment en termes d'intégration de nouveaux aléas et de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme. Ce financement, il nous permet aussi par ailleurs de maintenir le modèle économique je dirais même social de l'outil en ouvrant justement la création des contrats professionnels à toutes les structures désormais. Voilà pour ces 2 points importants. Et à ce titre, je me dois de remercier les partenaires stratégiques qui nous font confiance, notamment ICAD, la Poste Immobilier, la Caisse des dépôts et consignations et Nexity. Sachez que la porte est ouverte et je ne cite pas encore ceux qui nous ont presque confirmé leur souhait de participer à cette aventure. Enfin, pour que vous le sachiez, nous travaillons aussi avec l'ADEME pour le développement d'un outil à destination des collectivités parce que la résilience d'un bâtiment, c'est le fruit, je dirais, d'une équation entre son exposition aux aléas climatiques, sa vulnérabilité tirée de sa performance intrinsèque et de ses qualités intrinsèques, et enfin son environnement. Et donc, si on veut travailler intelligemment sur l'adaptation, on se doit d'intégrer dans la réflexion les parties prenantes qui vont gérer l'environnement de ce même bâtiment ou ce site, que sont les collectivités territoriales. Donc, on a une première fonctionnalité à destination de cette population qui seront disponibles d'ici la fin d'année ou début 2024 en complément de BAT-ADAPT et aussi de Biodibat qui sont tous sur la même plateforme rare. Voilà, je vous remercie. Merci à toute l'équipe de l'OID et je vous souhaite un bon webinaire et de bonnes vacances. Merci Loïc. Et du coup, tout de suite, je vais laisser la parole à Claire qui va nous refaire un récapitulatif de ce qu'est la taxinomie européenne et de comment l'adaptation s'inscrit dans ce contexte-là. Exactement, merci Sakina. Donc c'est vrai que pour commencer, je voulais revenir un petit peu sur les aspects réglementaires, qu'on soit tous au même niveau d'information, même si j'imagine que si vous êtes connectés aujourd'hui, vous connaissez déjà un minimum la taxinomie. Donc ce texte réglementaire, c'est bien un texte européen qui a pour objectif de définir ce qu'est une activité économique durable à l'échelle européenne, aujourd'hui uniquement sur le plan environnemental, avec pour objectif de rediriger les flux de capitaux vers ces activités et d'éviter le greenwashing, puisqu'on a une définition commune et on va le voir des indicateurs communs de reporting. Le premier point sur lequel je voulais revenir ici, c'est bien se rappeler que la taxinomie, c'est vraiment le dictionnaire, mais ensuite, elle se décline via un certain nombre de réglementations qui imposent, elles, la publication des indicateurs taxinomiques ou l'utilisation de ces indicateurs taxinomiques pour différencier des produits financiers. Donc, on a 2 dispositifs de transparence, le règlement SFDR et la directive CSRD pour les entreprises financières et pour les entreprises non financières. Je ne détaille pas les acronymes ici parce que ce n'est pas vraiment l'objet, mais simplement voilà, pour vous dire que ce sont des réglementations qui obligent finalement tous ces acteurs à publier leurs indicateurs taxinomiques. Et puis 2 dispositifs qu'on pourrait dire plutôt de lisibilité, qui ne sont pas encore finalisés en termes de réglementation à l'échelle européenne, mais qui sont en projet, pour distinguer les produits financiers qui seraient durables, donc alignés avec la taxinomie grâce à l'écolabel, et le Green Bond Standard pour les obligations vertes. Voilà un peu pour vous replacer tout l'écosystème. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment est-ce que fonctionne la taxinomie et où est-ce qu'en effet on trouve l'adaptation, le sujet de l'adaptation, dans la taxinomie. Donc la taxinomie, pour rappel, c'est bien un texte qui a une logique systémique, et notamment vis-à-vis des enjeux environnementaux, puisqu'on a 6 objectifs environnementaux via lesquels se décline cette notion de durabilité. Donc on a l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique, mais aussi la gestion durable de l'eau, l'économie circulaire, la prévention de la pollution, et puis tout ce qui est biodiversité, qu'on appelle ici écosystème sain. Maintenant, si on rentre un petit peu plus dans la technique de la taxinomie, vous le savez, dans la taxinomie, il y a 2 termes qui sont dédiés, c'est éligibilité et alignement. Être éligible à la taxinomie, c'est savoir si les activités économiques qu'on exerce peuvent potentiellement être durables, c'est-à-dire si elles font partie des activités économiques qui ont des critères de durabilité. Dans le secteur du bâtiment, maintenant on le sait, les taux d'éligibilité sont très élevés puisque toute la chaîne de valeur est couverte, que ce soit la construction, la rénovation, l'acquisition et même la démolition aujourd'hui avec les nouveaux critères.
Donc, l'éligibilité, est-ce que potentiellement mon activité peut être durable? Et ensuite, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'effectivement elle l'est? C'est la notion d'alignement, cette fois, pour lequel on a eu les premiers reportings cette année. Et pour vérifier cet alignement, on vient le vérifier selon les 6 objectifs environnementaux, selon des critères techniques. Donc, on vient vérifier qu'on contribue substantiellement à une activité. Par exemple, ça peut être l'atténuation du changement climatique. Est-ce que j'ai un DPE de classe A sur un bâtiment en exploitation? Mais ça ne suffit pas. L'idée, c'est aussi de vérifier qu'on ne cause pas de préjudice important à l'ensemble des autres objectifs environnementaux. Et typiquement, c'est là qu'on a tout le rôle de l'adaptation aujourd'hui, puisque au-delà d'avoir un DPE de classe A, il faut avoir réalisé sur cet actif en exploitation une analyse des risques climatiques et avoir un plan d'adaptation. Je ne détaille pas plus parce qu'on reviendra sur tous les critères tout au long du webinaire. Et puis, un petit point à retenir quand même, il y a aussi un socle social et de gouvernance, le respect des garanties minimales, qui va bien aussi avec cette notion systémique. On est certes sur l'environnement, mais ne pas oublier cette petite partie de gouvernance finalement. Et puis, la dernière étape, c'est d'établir le reporting pour avoir justement des indicateurs communs de reporting et qu'il y ait une comparabilité sur le marché, que ce soit entre les produits financiers ou les entreprises. Et donc, ce qui est intéressant avec la taxinomie, c'est qu'on vient mélanger financier et extra-financier, puisque, comme vous le savez, les indicateurs taxinomiques, ils s'expriment en termes financiers. Donc, on va parler de pourcentage de chiffre d'affaires aligné, pourcentage de CAPEX aligné, pourcentage d'OPEX aligné. Et sachant que pour les produits financiers, c'est la part des investissements en termes de ces différents flux financiers. Voilà un peu pour replacer le contexte et les grandes notions autour de la taxinomie. Maintenant, si je détaille un petit peu l'alignement, donc je le disais, on a 3 grandes étapes qui sont de contribuer significativement à au moins un objectif environnemental. Pour cela, on a vraiment des critères techniques. Je vais commencer à les citer. Par exemple, pour contribuer substantiellement à l'atténuation du changement climatique, ça va être plutôt un DPE de classe A ou faire partie du top 15% en termes de consommation en énergie primaire pour les bâtiments d'exploitation. On a aussi des critères de contribution substantielle en adaptation. Donc, on reviendra dessus et notamment sur la spécificité par rapport au seuil DNSH. Et puis, vous l'avez certainement vu passer, on a des nouveaux critères qui sont parus, et notamment des critères de contribution substantielle à l'économie circulaire pour les activités de construction, de rénovation et de démolition. Voilà, ça c'est la petite nouveauté du mois de juin en termes de taxonomie. Et puis la deuxième étape, comme je le disais, c'est ne pas nuire à un autre objectif environnemental avec des critères qu'on appelle DNSH. Là aussi, on y reviendra, et les garanties minimales. Et dernier point sur lequel je voulais insister dans cette introduction sur la taxinomie, c'est sur les indicateurs financiers, pour vous rappeler que donc, par rapport à l'indicateur de chiffre d'affaires aligné, on ne peut pas qualifier de chiffre d'affaires aligné selon l'objectif d'adaptation au changement climatique. Puisqu'en effet, avec l'adaptation, on est sur un procédé plutôt évolutif, un processus évolutif, et donc on ne peut jamais se dire réellement adapté a priori en fait. Donc voilà, simplement vous rappeler cette notion. Donc finalement, les critères de l'adaptation, ils sont très importants pour cette notion de DNSH, mais aussi pour tout ce qui est CAPEX, donc toutes les dépenses d'investissement que vous pouvez aussi valoriser et qui sont intéressantes puisqu'elles montrent finalement tous les efforts que vous mettez en place pour aligner votre activité. Très rapidement, pour rappel, on a 3 types de CAPEX qui sont alignés. Tous les CAPEX qui sont investis sur des actifs immobiliers qui eux-mêmes respectent les critères pour l'exploitation sont alignés. Ça, c'est la partie facile. Ensuite, les CAPEX qui sont inclus dans des plans de CAPEX qui ont pour objectif l'alignement de l'activité avec la taxinomie sont également alignés. Donc, si vous projetez, par exemple, que vos bâtiments soient alignés par rapport à l'activité 7.7 grâce à des travaux de rénovation, tous ces travaux peuvent être valorisés en ce sens. Et puis enfin, les CAPEX individuellement alignés, qui vont aussi nous intéresser aujourd'hui. Donc, c'est toute dépense qui, elle-même, peut être qualifiée de durable parce qu'elle est éligible au sens de la taxinomie et alignée selon différents critères techniques. Voilà pour les différentes notions que je voulais vous rappeler. Et puis maintenant, je vous laisse détailler tous les critères sur l'adaptation. Ça marche. Mais tu peux rester ici. Vous êtes sur l'écran. Du coup, aujourd'hui, on va voir pour l'adaptation tous les critères DNSH et les critères CCS un par un
en regardant à chaque fois ce que le texte dit et du coup ce qu'on peut interpréter du texte et les outils qui peuvent nous aider justement à être alignés et à réussir à avoir ces critères qui sont remplis. Pour le premier critère, le DNSH 1, il s'agit d'identifier les aléas. Ce qui est dit, c'est que les risques doivent être, tous les risques physiques qui sont dans le tableau qui est à droite, la classification des aléas, doit être regardée. Et ce qu'on doit regarder, c'est est-ce que ces différents aléas, qu'ils soient chroniques ou aigus, est-ce qu'ils vont avoir une influence sur le bon déroulement de l'activité économique pendant la durée qu'on regarde pour l'adaptation. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on va se demander pour chacun des aléas, est-ce que sur le périmètre qu'on regarde, est-ce que ces aléas vont avoir un impact sur l'immobilier, le secteur de l'immobilier? Pour savoir s'il y a un impact sur le secteur de l'immobilier, il y a 2 grandes études de référence. Il y a l'étude de l'ADEME, état des lieux, et l'étude prospective sur les impacts du changement climatique pour le bâtiment à horizon 2050 et 2100. Et il y a une autre étude qui est sortie dernièrement, à peu près en mars de cette année, qui est du coup qui a été commandée par la Commission européenne cette fois, et qui est le EU Level Technical Guidance on Adapting Building to Climate Change. Ces 2 études, à chaque fois, vont citer des aléas pour savoir quels sont les aléas qui vont avoir un impact sur le secteur de l'immobilier. Je vous ai remis les aléas là et le bilan final. Cependant, je vais rentrer un petit peu en détail sur chacune des études. L'étude état des lieux, elle dit que les aléas qui ont un impact en France métropolitaine, ça va être les vagues de chaleur, retrait et gonflement des argiles, inondations, submersion marine, risques sanitaires et feux de forêt. Et outre-mer, en outre-mer, ça sera chaleur humide, inondations, submersion marine et cyclone. On va donc avoir pour la France métropolitaine l'aléa retrait gonflement des argiles qui en fait va avec le fait qu'il y ait de plus en plus de sécheresse. Donc nous, on couple ces 2 informations-là et on regarde les retraits et gonflements des argiles au regard de la sécheresse. Pour les tempêtes, ça n'a pas été cité pour la France métropolitaine parce que ce qui est expliqué dans le texte de cette étude, c'est que les projections ne montrent pas de tendance significative sur la fréquence et l'intensité des tempêtes à 2050 ou 2100. Concrètement, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas plus de tempêtes ou plus intenses. Ça veut dire que pour l'instant, les projections et les modèles et toutes les modélisations qu'on a à l'heure actuelle ne permettent pas de le montrer. Donc pour l'instant, on ne peut pas avoir de données sur la question. Ensuite, pour le grand froid, c'est pareil, il n'y a pas assez de données, en tout cas sur la grêle, pour voir une évolution en lien avec le changement climatique qui pourrait avoir un impact sur les bâtiments. Donc ça, c'est la première étude. La deuxième étude, qui est du coup celle de la Commission européenne, elle reprend exactement la classification européenne et ils ont surligné en bleu clair et mis en gras les aléas qu'ils considèrent être ceux qui doivent être pris en compte pour justement par rapport aux différents risques climatiques. Et donc là, tout est pris en compte à part feu de forêt et froid et grand froid. Et du coup, nous, notre bilan pour Batadapt, pour prendre en compte tous les aléas, c'est justement de prendre en compte tout ce qui a été pris en compte dans l'étude au niveau de l'ADEME et tout ce qui a été pris en compte dans l'étude au niveau de la Commission européenne. Et à chaque fois, pour chacun des aléas où il y a au moins un des 2 qui le prend en compte, on va le prendre en compte. On a pris également en compte en plus grand froid, parce que les données sont disponibles, premièrement, et deuxièmement, parce que si jamais les choses viennent à évoluer, ça nous permet d'avoir déjà pris en compte a priori ces aléas. Donc, dans Batadapt, on va permettre d'avoir le traitement de chacun des aléas qui est nécessaire au vu des différentes études d'évaluer pour la taxonomie européenne. Ensuite, une fois qu'on sait sur quels aléas on va faire notre évaluation, il faut faire cette fameuse évaluation des risques vulnérabilité. Le texte dit donc que cette évaluation des risques et vulnérabilités, elle doit être réalisée sur la base de projections climatiques de pointe, à la plus haute résolution disponible, pour des scénarios pour l'avenir, donc prospectifs, et cohérents par rapport à la durée de l'activité, avec au minimum 10 à 30 ans pour des grands investissements.
On reviendra sur cette cohérence par rapport à la durée de l'activité juste après. Les projections climatiques, elles doivent être aussi conformes au dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ça, c'est un point aussi très important de cette évaluation des risques et vulnérabilités. Du coup, pour revenir sur BATADAPT et sur l'outil qu'on met à disposition, ce qu'on fait en termes de sources, c'est qu'on utilise l'Atlas interactif du GIEC, Copernicus, qui est du coup la plateforme sur laquelle les modèles du GIEC sont disponibles, et DRIAS, qui est la plateforme à l'échelle de la France, sur laquelle les modèles du GIEC sont déclinés avec une descente d'échelle pour avoir le périmètre géographique le plus précis possible. Ensuite, pour les horizons temporels, sachant que la durée de vie conventionnelle du bâtiment, elle est de 50 ans, ce qu'on permet, c'est d'avoir des horizons temporels disponibles de 2020 à 2090. Et ça permet d'avoir des analyses qui peuvent aller jusqu'à la fin de la durée de l'activité. Ça se matérialise dans l'outil sous la forme de ce tableau-là, avec des évaluations de l'exposition au risque pour chacun des aléas, de la vulnérabilité au risque selon les questions qui ont été répondues pour le bâtiment, et d'une analyse croisée qui reprend les informations à la fois d'exposition et de vulnérabilité. Ensuite, pour aller plus loin et pour mieux comprendre les couleurs que vous avez aussi des analyses aléa par aléa, où vous avez des indicateurs de gestion de risque qui dépendent de l'adresse du bâtiment, des indicateurs d'évolution du risque qui dépendent également de l'adresse et qui sont du coup des indicateurs d'exposition climatique. Et puis, de l'autre côté, vous avez des indicateurs de vulnérabilité du bâtiment avec une sensibilité qui est définie par rapport aux zones du bâtiment. Et puis, vous avez l'analyse croisée qui va reprendre des informations de l'exposition et de la vulnérabilité. Ensuite, pour avoir tous les indicateurs, sachant qu'il y a beaucoup d'indicateurs et je pense que vous l'avez vu pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser BATADAPT, étant donné qu'il y a beaucoup d'indicateurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté une fonctionnalité qui permet d'initialiser l'affichage de BATADAPT. Cette fonctionnalité, du coup, est en ligne depuis lundi soir. D'initialiser l'affichage de la taxonomie de BATADAPT au niveau de votre base de données avec tous les bâtiments, selon ce dont vous avez besoin pour la taxonomie, pour en tout cas répondre à ce critère de la taxonomie. Du coup, vous avez juste à initialiser l'affichage et à exporter la base de données et vous aurez un fichier en CSV qui vous donne toutes les informations qui récapitulent à la fois l'évolution du risque climatique, l'état du risque, est-ce qu'il est plutôt très fort, faible, moyen, etc. Et du coup, votre analyse de risque croisé si vous avez bien répondu aux questions sur la vulnérabilité. Ensuite, par rapport au DNSH 3, il s'agit cette fois de faire une évaluation des solutions d'adaptation. C'est une évaluation qui doit permettre de réduire les risques climatiques physiques qui sont recensés. Et du coup, sur des actifs qui sont existants, il faut évaluer les solutions en les planifiant sur une période qui va jusqu'à 5 ans. Et il faut mettre en place un plan d'adaptation pour mettre en œuvre ces solutions. Pour les actifs nouvellement construits, il faut déjà identifier les solutions au moment de la conception et de la construction, et il faut les avoir mises en œuvre avant le début des opérations. Ce que ça laisse entendre, c'est que ces solutions, elles doivent être mises en place à chaque fois qu'il y a un risque climatique ressenti. Sauf que la définition de quand est-ce qu'on a un risque ou quand est-ce qu'on n'a pas de risque n'est pas clairement définie dans ce cadre. Et du coup, il y a une question à se poser sur BATADAPT, on a des risques qui sont définis de très faibles, faibles, moyens, forts, très forts, à partir de quand on doit effectivement mettre en place cette solution d'adaptation. Cette information, étant donné qu'elle n'est pas encore définie, l'OID ne peut pas la définir à la place de la réglementation. Et ce qu'on fait à la fin du webinaire, c'est qu'on va donner des informations sur comment se placent les risques bâtiments à l'heure actuelle par rapport à la catégorisation BATADAPT pour l'ensemble du patrimoine que nous avons en base. Donc, on reviendra là-dessus à la fin du webinaire. Ensuite, on voulait quand même revenir sur la deuxième partie de ce DNSH, c'est les conditions pour lesquelles les solutions d'adaptation doivent être mises en place. Enfin, les conditions des solutions d'adaptation. Qu'est-ce qu'elles doivent, ce à quoi elles doivent répondre.
Déjà, les solutions d'adaptation, elles ne doivent pas avoir une incidence négative sur les efforts d'adaptation, sur le niveau de résilience au risque climatique, sur les autres populations, sur la nature, sur le patrimoine culturel, sur les biens et sur les autres activités économiques. Concrètement, tout ça, ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait pas de maladaptation possible. Ensuite, deuxième condition, il faut qu'elle soit compatible avec les stratégies et les plans d'adaptation qui sont au niveau locaux, sectoriels, régionaux et nationaux. On va revoir juste ça après, on va l'appeler la cohérence, une cohérence avec tous les autres niveaux. Et ensuite, la troisième condition, ça va être d'envisager l'utilisation de solutions fondées sur la nature. Et du coup, on va se poser la question de qu'est-ce que c'est que les solutions fondées sur la nature. Pour ce qui est du coup d'évaluer les solutions d'adaptation, dans Batadapt, on a mis en place très dernièrement, encore une fois lundi soir, une nouvelle fonctionnalité qui permet d'avoir une idée de quelles sont les solutions d'adaptation qui peuvent être mises en place sur un bâtiment. À l'heure actuelle, tout n'est pas encore disponible du coup, mais à l'heure actuelle, ce qu'on a, c'est que pour chacune des actions, des aléas climatiques, chacun des aléas climatiques, on a une liste de solutions qui est possible et on peut trier ces solutions selon la zone d'action du bâtiment, l'étape l'étape de mise en œuvre, l'état de l'action, et après on peut trier cette fois selon l'efficacité de l'action, le nombre de co-bénéfices que l'action comporte et les solutions fondées sur la nature en priorité. Ça, c'est ce qu'on peut faire à l'heure actuelle. Par la suite, donc dans environ une semaine ou deux, on va mettre en place la partie multi-aléas, où cette fois, on donne à la fois les solutions qui sont prioritaires par rapport à la manière dont le bâtiment est conçu, et on donne également le score de résilience, qui est défini à partir des actions qui sont déjà mises en place ou qui sont déjà prévues dans un objectif à 5 ans. Et du coup, là, à vous de remplir si l'action, vous l'avez déjà planifiée, si vous l'avez planifiée pour quel objectif, si elle n'est pas encore planifiée, si elle est déjà mise en place sur le bâtiment ou si c'est non applicable. Et ensuite, vous avez automatiquement votre score de résilience qui est attribué. Ensuite, il y aura la marge de manœuvre qui, elle, sera définie à partir des solutions qui sont soit pas encore planifiées, soit planifiées mais en retard. Par exemple, si vous l'avez planifié avec un objectif 2022, on voit qu'elle n'est donc pas encore planifiée, elle n'est donc pas encore mise en place, et donc la marge de manœuvre reste encore pour améliorer la résilience de votre bâtiment. Vous aurez donc par la suite cette espèce de donuts dans la partie multi-aléa qui vous permettra d'avoir toutes ces informations-là. Ensuite, maintenant qu'on a les informations de comment choisir ces solutions d'adaptation, le questionnement qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour réussir à ne pas avoir de maladaptation dans les actions qu'on met en œuvre, à être cohérent avec les différentes stratégies et plans d'adaptation, et à faire en sorte de privilégier les solutions d'adaptation qui sont fondées sur la nature. Pour ça, ah oui. Donc ça, c'est pour en CCS, à chaque fois en critères de contribution substantielle. Je voulais revenir aussi sur en DNSH, excusez-moi, et je voulais revenir après sur le CCS parce que sur les CCS, on retrouve les mêmes conditions avec une condition supplémentaire. Les conditions, du coup, c'est pas d'incidence négative de la même manière, pas de maladaptation. Privilégier les solutions fondées sur la nature, c'est la même chose. Être compatible avec les stratégies et plans d'adaptation, c'est la même chose, sauf que les terminologies sont un peu différentes. Là, par exemple, on a bien le terme privilégié, tandis qu'avant, on était sur favoriser. Ce qui pose des questions de sémantique, mais qui pose aussi des questions de choix. Et ensuite, petite partie D, en plus, les actions d'adaptation, elles doivent être suivies et mesurées pour être en critères de contribution substantielle à l'aune d'indicateurs prédéfinis, donc avant la mise en place de ces solutions, et des actions correctives doivent être envisagées si jamais les indicateurs ne sont pas atteints. Et dernière condition, il faut que la solution mise en œuvre, elle soit, si c'est une activité qui est spécifiée dans la taxonomie, il faut que cette activité ne cause pas de préjudice important. Donc, elle doit remplir les critères DNSH. Donc là, on se retrouve à avoir cette fois, non pas 3
conditions pour les solutions d'adaptation, mais 4. Et on va détailler comment répondre à ces conditions avec un outil que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le guide des actions adaptatives. Et on essaye, avec cet outil, de vous donner des indications sur comment répondre à ces conditions. Et pour ça, ah oui, donc je vais d'abord revenir sur la cohérence, parce que dans cet outil, le guide des actions adaptatives, on ne parle pas de cohérence locale, sectorielle, régionale ou nationale, parce que du coup, ça dépend complètement du contexte. Et du coup, ce que je vous conseille par rapport à cette partie-là de cohérence, c'est de regarder la stratégie nationale et de vérifier que vos actions, elles sont bien en cohérence avec une stratégie nationale. La stratégie nationale, c'est le plan national d'adaptation au changement climatique, qui du coup, pour l'instant, c'est le PNAC 2 qui est en cours. Et puis, très bientôt, à partir de 2024, on aura le PNAC 3. Et du coup, c'est sur cette stratégie qu'il faudra se baser pour vérifier que les actions, elles sont bien cohérentes. Nous, de manière générale, les actions qu'on préconise ne sont bien sûr pas en incohérence avec les stratégies nationales. Ensuite, il y a les stratégies régionales qui découlent également des stratégies nationales. Là, par exemple, on a les stratégies d'adaptation au changement climatique pour la région Île-de-France. Et ça, c'est pareil, il y a une réflexion à mener pour se poser la question si les stratégies d'adaptation des bâtiments qui sont en Île-de-France sont bien en cohérence avec ce plan régional. Ensuite, il y a les stratégies sectorielles et les stratégies locales qui, pour l'instant, sont inexistantes, mais qu'il faudra garder en tête puisqu'il faudra faire une veille régulière pour vérifier que les actions d'adaptation que vous mettez en place sont bien en cohérence avec celles-ci également. Pour ce qui est du guide des actions adaptatives, je vais laisser la parole à Gaëlle qui va vous présenter ce guide des actions adaptatives tel qu'il était en 2020 et ses mises à jour telles qu'elles seront en 2021. Merci Sakina. Donc, nous allons tout d'abord revenir donc, sur ce fameux guide dont l'OID est très fier, donc le guide des actions adaptatives au changement climatique qui a été publié en mars 2021. Et donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, figure une des 41 actions adaptatives qui composent ce guide. Donc, on retrouve à la fois donc, plusieurs informations clés portant sur les aléas concernés, sur les étapes de mise en œuvre parmi celles du cycle de vie du bâtiment, les parties du bâtiment concernées, une estimation du coût, le niveau de compétences requis, ainsi que des conseils sur la mise en œuvre et les freins et leviers potentiels. Donc, des retours d'expérience également ont été récupérés pour certaines actions adaptatives par des acteurs qui ont déjà pu expérimenter ces actions. Et donc, ce guide est composé de 2 sommaires différents. Donc, d'une part, on retrouve un sommaire avec une lecture par aléa, donc destiné aux acteurs qui ont déjà identifié les principaux risques climatiques de leur bâtiment. Et d'une autre part, un sommaire par thématique à travers 5 grandes thématiques, donc structure, composants et matériaux, conditions de santé et de confort, site et terrain, usage et comportement, et enfin, réseau, services et infrastructures. Et donc, pour répondre aux enjeux des critères d'adaptation que vient de présenter Sakina, donc ce guide est en cours de mise à jour. Et donc, nous reprenons les fiches déjà existantes avec l'ajout d'éléments concernant la maladaptation, des indicateurs de suivi et également les solutions adaptatives fondées sur la nature, ce qui donne un exemple, comme vous voyez, avec 3 pages au lieu de 2. Et donc, parlons d'une des premières nouveautés, donc le fait qu'on va s'intéresser à l'absence de maladaptation qui, malheureusement, peuvent être présentes dans toute solution. C'est pourquoi il est indispensable de se poser 4 questions. Donc, est-ce que cette action peut engendrer un report de vulnérabilité temporelle? Est-ce qu'il peut avoir un report de vulnérabilité spatiale ou bien un report de vulnérabilité sur d'autres systèmes ou écosystèmes? Et enfin, cette action peut-elle devenir un facteur d'aggravation car les incertitudes liées au changement climatique n'ont pas été prises en compte? Et donc,
nous avons réfléchi avec ces 4 questions en tête pour proposer un paragraphe dédié aux maladaptations qui pourrait résulter de la mise en œuvre de ces actions adaptatives. De plus, donc, nous proposons des repères de suivi qui sont composés, comme vous pouvez le voir, d'indicateurs de suivi. Donc, on va distinguer donc, des indicateurs quantitatifs ou bien des indicateurs qualitatifs et également donc, des indicateurs de moyens d'adaptation au changement climatique qui vont permettre d'illustrer si ces actions ont eu, qui vont nous permettre de suivre les actions adaptatives au changement climatique. Et on distingue les indicateurs de résultats d'adaptation au changement climatique qui vont nous permettre de voir si ces actions ont eu un effet vis-à-vis du changement climatique et de voir si finalement le bâtiment est bien adapté. Et donc, pour chacun de ces indicateurs, nous proposons des interprétations et plus bas, vous voyez des encarts concernant des outils, des critères. Il y aura également des notions. Donc, en fait, ce sont les éléments que nous introduisons dans les indicateurs qui sont un petit peu plus approfondis pour vous donner les clés de compréhension. Et donc, je laisse la parole à Philomène qui va vous parler des solutions adaptatives fondées sur la nature. Merci Gaëlle. Super, c'était à jour. Du coup, je vais revenir rapidement sur les solutions fondées sur la nature, comme on vous l'a montré tout à l'heure. Le DNSH 3 favorise les solutions fondées sur la nature. Donc, tout d'abord, je voulais revenir rapidement sur qu'est-ce qu'on entend par une solution fondée sur la nature. C'est un concept qui a été défini par l'UICN en 2016 comme le fait de porter une action pour répondre à un défi global grâce aux écosystèmes. Par défi global, on entend, il y a plusieurs exemples sur la slide, la lutte contre les changements climatiques, ou encore la gestion des risques naturels, la santé, l'approvisionnement en eau, ou encore la sécurité alimentaire. Et donc, pour pouvoir répondre à ces défis sociétaux, ce qui est très important à avoir en tête, c'est qu'il va falloir avoir des écosystèmes qui vont être à la fois fonctionnels et diversifiés et qui va faire en sorte qu'ils sont résilients. Et c'est seulement si on a cette fonctionnalité-là des écosystèmes qu'on va pouvoir avoir des bénéfices efficaces. Une autre partie de la définition qui est au moins tout aussi importante que la recherche de bénéfices fondés sur la nature, c'est le fait de répondre réellement aux enjeux de la biodiversité et que ce ne soit pas seulement une vision utilitariste de la biodiversité. Et donc, dans ces objectifs, cet autre objectif, c'est de préserver, améliorer et restaurer les écosystèmes. Un autre avantage pour utiliser plutôt les solutions fondées sur la nature, c'est qu'en fait, c'est des solutions qui vont être plus sobres pour 2 raisons. La première, c'est les solutions fondées sur la nature demandent moins de matière, de ressources matérielles que les solutions technologiques, ce qui va du coup nous permettre d'avoir une maîtrise de l'empreinte écologique. Et aussi, c'est un moyen de réduire les émissions de carbone parce qu'on fait des économies d'énergie par rapport à ces solutions technologiques. Si on prend l'enjeu du confort d'été, par exemple, végétaliser une parcelle, restaurer des écosystèmes fonctionnels, etc., ça va permettre d'avoir un effet d'évapotranspiration qui va avoir donc l'effet de réduire la chaleur et potentiellement d'éviter le recours à un système de climatisation. Et donc, on peut à la fois atténuer le changement climatique, mais aussi participer à l'adaptation au changement climatique en réduisant la vulnérabilité des usagers
sur cet aléa de chaleur. Et donc, c'est par rapport à ça que nous, on vous parle dans le guide, on s'axe sur l'adaptation au changement climatique via du coup plusieurs fiches dont Gaëlle vous parlait précédemment. On en a une grosse dizaine qui sont des solutions fondées sur la nature et qui permettent de répondre à plusieurs aléas climatiques. Un des enjeux dont on parle dans ce guide, c'est la gestion des eaux, avec par exemple le fait de restaurer des cours d'eau, le fait de concevoir une parcelle éponge, comment faire, comment créer un jardin de pluie ou encore désimperméabiliser les sols, etc. On s'intéresse aussi aux aléas climatiques de chaleur, avec une fiche sur la création de cours oasis. Et on a aussi d'autres fiches d'autres actions qui sont plus transversales, donc c'est-à-dire qu'elles n'ont pas un aléa dominant, mais elles répondent à plusieurs aléas, qui sont végétaliser les abords d'un bâtiment, végétaliser les toitures, les façades, voilà. En fait, ce qui est intéressant et ce qui est important à retenir avec les solutions d'adaptation fondées sur la nature, c'est qu'elles ont vraiment la particularité d'être transversales et de répondre d'avoir plusieurs bénéfices à la fois. Et souvent, elles sont aussi moins coûteuses que des solutions technologiques. Donc, on va prendre l'exemple des toitures végétalisées. Les toitures végétalisées permettent de répondre principalement à deux aléas climatiques, les vagues de chaleur et les inondations, et aussi d'avoir plusieurs bénéfices, notamment grâce au processus d'évapotranspiration dont je vous parlais. Ça permet de réguler donc la température et l'humidité dans l'environnement proche du bâtiment, ce qui va permettre d'améliorer le confort d'été des usagers. On a aussi le phénomène de création d'une couche isolante en fait, sur le toit qui permet de réduire les consommations énergétiques liées au froid et au chaud. C'est aussi une protection de la membrane d'étanchéité des toits qui ne va plus être soumis ni aux UV, ni aux variations importantes de température, ni aux intempéries, et qui permet donc d'allonger la durée de vie des membranes d'étanchéité. Et un autre bénéfice dont on peut parler, c'est le fait d'absorber l'eau pluviale, ce qui va permettre à la fois de réduire le ruissellement et donc de réduire le risque d'inondation, mais aussi de désengorger les réseaux collectifs. Ce qu'il faut garder à l'esprit, ce que disait Gaëlle précédemment, c'est que dans toute solution, il existe des maladaptations. Et pour les SAFN, il y en a aussi. Donc, par exemple, si on prend là l'exemple des toitures végétalisées, il est important de regarder la structure du bâtiment. Il faut qu'elle soit vraiment adaptée au poids du projet de végétalisation. Si on a un projet qui est trop lourd, on va avoir des émissions de CO2 plus importantes parce qu'on va surdimensionner la structure du bâtiment. On peut aussi avoir des problèmes d'infiltration. Si la toiture est trop lourde par rapport à la structure, on va avoir des fissures et de l'eau qui peut s'infiltrer. Bref, donc il y a beaucoup de maladaptations possibles aussi. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il n'y a pas un seul projet clé qui fonctionne à chaque fois. Il est important à chaque fois de regarder toutes les possibilités de solutions et en fonction du projet et de l'environnement, choisir la solution qui est la plus adaptée, tout en limitant du coup la maladaptation. Et donc rapidement pour la suite, par rapport aux indicateurs dont on parlait, dans la mise à jour, on a donc des recommandations essentielles. Par exemple, le fait d'adapter la palette végétale aux conditions de toiture, varier les faciès de végétation, etc. Donc ça, c'est plein de bonnes pratiques à prendre en compte. Ensuite, on a des indicateurs de suivi, à la fois des indicateurs donc, de moyens qui vont permettre de favoriser au maximum les bénéfices des solutions proposées. Là, si on regarde l'exemple des toitures végétalisées, on peut parler du fait de maximiser la surface de la toiture, maximiser le nombre de strates végétales, maximiser le nombre d'espèces qu'on retrouve sur la toiture.
Et enfin, si on regarde les indicateurs de résultats, là, le but, c'est vraiment de regarder la plus-value effective de l'action qui a été mise en place. Et aussi le fait d'avoir par contre un indicateur négatif, ça peut être, qui montre une solution qui n'est pas forcément totalement aussi opérationnelle qu'on le voudrait, ça permet aussi d'être une source d'information importante pour revenir, essayer de comprendre pourquoi elle ne fonctionne pas, revenir sur cette action et la réadapter. Et donc là, par exemple, on peut parler du fait de mesurer la température à la surface de la toiture végétalisée et de la comparer avec une situation témoin pour voir si on a réussi à contribuer ou non à la réduction de l'aléa de chaleur. Et donc voilà à quoi peut ressembler une fiche une fois finalisée. Et je vais laisser donc la parole à Sakina pour le baromètre de l'adaptation. Merci beaucoup. Du coup, on va reprendre sur la partie qui nous intéressait tout à l'heure quand on a parlé des risques climatiques et du moment où oui ou non on part sur une solution d'adaptation. La question qui se pose, c'est quel est l'état du risque en France? Quel est l'état du risque en Europe? Est-ce que notre bâtiment il fait partie des bâtiments les plus à risque? Est-ce que sur Bataat, quand on dit qu'on est à risque très fort, et qu'on a beaucoup de bâtiments à risque très fort, est-ce que tout le monde est comme nous ou pas? C'est un peu la question qui s'est posée pour beaucoup d'entre vous. Et du coup, on a sorti des premières statistiques sur les bâtiments du coup, qui sont en base sur Bataat. Donc là, on avait environ 44 730 bâtiments en base, avec une répartition géographique majoritairement en France, avec un peu de bâtiments au Portugal, un petit peu de bâtiments aux Pays-Bas, en Belgique et dans d'autres pays européens. Les années de construction, en majorité, on n'avait pas l'information, mais pour beaucoup d'entre eux, les bâtiments, ils étaient entre 1975 et les années 2000, quelques-uns avant 1950. Certains d'entre eux, voilà, vous avez la répartition d'année en année, le reste c'est à peu près équivalent sur les autres années. Ensuite, pour les familles de bâtiments, ce qu'on regarde, c'est, bon, alors il y en a beaucoup où on n'a encore pas d'informations, parce que comme vous le savez sur Bataat, le minimum d'informations à remplir, c'est l'adresse, et vous pouvez remplir uniquement l'adresse, et on ne vous en veut pas quand vous remplissez que l'adresse, mais du coup, pour nos stats, c'est plus compliqué. Mais du coup, sur les familles de bâtiments, on a principalement du résidentiel, on a aussi des bâtiments, des commerces, du mixte, un peu de logistique et stockage, certains locaux de santé et d'enseignement, et un petit peu de restauration également. Ce que ça donne en termes d'analyse de risque pour le modèle Europe pour la chaleur, c'est qu'on a une grande majorité des bâtiments qui sont très à risque, qui sont en risque fort ou très fort. Ça, c'est dû au fait qu'on est majoritairement dans des zones qui sont soit des zones urbaines, soit des zones qui sont dans le sud de l'Europe. Par exemple, on a pas mal de bâtiments au Portugal, comme vous l'avez vu, en France aussi, qui est très touché dans le sud de la France. En termes de vulnérabilité, beaucoup de bâtiments ne sont pas évalués. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de vulnérabilités qui sont non calculées. Et donc, évidemment, l'analyse croisée sera non calculée également quand les bâtiments ne sont pas calculés. Mais de manière générale, même quand ils sont calculés, on est beaucoup sur du risque très fort ou fort. Pour la France, on retrouve un petit peu les mêmes statistiques avec encore plus de bâtiments qui sont en risque très fort. Ça c'est vraiment parce que la majorité des bâtiments qu'on a sont beaucoup en région Île-de-France. Et du coup, sur le îlot de chaleur urbain parisien ou en tout cas beaucoup en ville, sur des îlots de chaleur urbain qui sont du coup à risque très fort. Et du coup, ça nous donne beaucoup de bâtiments qui sont en exposition très forte, pour la chaleur en tout cas. Pour la vulnérabilité, on retrouve à peu près les mêmes statistiques. Ensuite, pour ce qui est des précipitations et inondations, on a assez peu de bâtiments qui sont finalement en risque très fort. En général, ils sont soit à risque d'inondation par ruissellement, soit à risque d'inondation par débordement des cours d'eau, etc. Et donc, on retrouve pas mal de bâtiments qui sont à risque fort en 2050. Tout ça, c'est du coup des indicateurs de gestion de risque qui sont du coup pour RCP 2050, RCP 8.5 à 2050.
ou SSP 5-8.5 à 2050 également, ou à horizon moyen terme. Et du coup, ce qu'on retrouve à l'échelle de la France, pour le coup, on a plus d'informations sur les inondations par débordement des cours d'eau et par ruissellement, puisqu'on n'a pas la base de données en fait pas pour l'Europe. Et du coup, on a plus de bâtiments qui sont à risque très fort et un petit peu à risque fort. Et sinon, c'est plutôt moyen, faible et très faible pour l'analyse de risque précipitation et inondation sur la France. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qui pouvait, tous les outils à l'OID qui pouvaient vous aider sur ces analyses avec les critères DNSH et CCS. Et du coup, je propose qu'on prenne tout de suite les questions. Je vois qu'il y en a beaucoup. Alors, première question. Est-ce qu'on parle de taxonomie ou de taxinomie? Tu veux répondre, Claire? Oui. Alors, du coup... Viens, ramène la chaise. Viens aussi, Claire. Ouais, c'est bon, on va y arriver. Du coup, taxinomie ou taxonomie, très bonne question. Alors, en anglais, c'est taxonomie avec un Y. Et du coup, c'est vrai que c'est souvent traduit en français par taxonomie, alors que la vraie traduction, c'est taxinomie. Et donc, nous, on est resté à taxinomie, c'est-à-dire le terme français. Mais c'est exactement la même chose. Et qui, du coup, a été fournie par les traductions de la Commission européenne. Les traductions officielles, en effet. Mais on comprend aussi si vous nous dites taxonomie. Ensuite, c'est pour toi, ça. Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas être aligné sur... Répète ta question, je ne suis pas sûre. Oui, pardon, la question c'est pourquoi indiquez-vous qu'on ne peut pas être aligné suivant les critères d'adaptabilité? Il existe bien l'approche via les critères de contribution substantielle à l'adaptation. Donc, en effet, on a les critères de contribution substantielle pour l'objectif adaptation du changement climatique, mais il est bien précisé dans les textes qu'on ne peut pas valoriser de chiffre d'affaires aligné selon cet objectif environnemental, sauf pour le cas des activités habilitantes. Or, dans le cas de l'immobilier, alors c'est un petit peu technique, mais dans le cas de l'immobilier, il n'y a pas d'activité habilitante pour l'objectif adaptation au changement climatique. C'est pour ça qu'on résume ça, nous, en disant qu'on ne peut pas valoriser de chiffre d'affaires aligné sur l'objectif adaptation au changement climatique. Mais du coup, comme je le disais, vous pouvez bien sûr valoriser des CAPEX, et c'est là que les critères de contribution substantielle ont tout leur rôle. Ensuite, il y a une question qui est sur le fait qu'il y aurait ou pas des critères pour identifier le degré de maladaptation dans rare. En fait, le problème dans la maladaptation, c'est qu'il faut vraiment rentrer en détail sur le bâtiment et sur le contexte du bâtiment pour savoir s'il y a de la maladaptation. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on donne le maximum d'informations possibles dans notre paragraphe sur la maladaptation que vous avez décrit toutes les deux. Et par contre, pour vraiment être sûr qu'on n'est pas sur la maladaptation, il faut se poser les questions qu'on a mis dans le paragraphe et qu'on a mis dans la checklist et des différentes recommandations qui sont mises dans la fiche, parce que c'est vraiment au cas par cas pour les bâtiments, pour le contexte du bâtiment, pour l'environnement territorial autour, etc. Ensuite, cette nouvelle version est prévue en 2023. Est-ce qu'on sera informé automatiquement lors de sa publication? La nouvelle version, elle est prévue pour mi-septembre 2023. Donc, on va travailler pendant l'été sur cette mise en page. On a déjà bien avancé sur cette version, mais la mise en page prend pas mal de temps. Et du coup, quand on va la publier, on fera un article, c'est sûr. On fera aussi on le mettra aussi dans nos hebdo-ID, sur notre LinkedIn, etc., etc. Donc, normalement, vous devriez être informés. Si vous souhaitez suivre de près, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et on vous enverra cette information au plus vite. Mettons à long terme les incidences négatives des toitures végétalisées ou l'implantation de végétaux à bord des bâtiments sur la structure. Quel retour d'expérience a-t-on sur ces solutions? C'est une question pour toi. Ouais. Des incidences sur la toiture, du coup, il y en a beaucoup. C'est pas forcément évident et c'est ce qu'on disait, c'est toujours au cas par cas. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être sur le terrain pour pouvoir bien faire son projet de toiture et s'entourer de personnes compétentes, j'allais dire, mais d'experts en fait des toitures.
Après, les incidences négatives, enfin, l'implantation de végétaux aux abords des bâtiments sur la structure, ça a beaucoup de... Donc, pardon, pour les toitures, oui, il y a des incidences sur le long terme, enfin, que ce soit sur le long terme ou à court terme, il y en a. Et pour les végétaux aux abords des bâtiments, il y a aussi pas mal de choses qui sont répertoriées dans les paragraphes de maladaptation, pareil. Mais on peut, par exemple, si on parle de retrait complément des argiles, en fait, des arbres qui vont être à proximité d'une... c'est un exemple, hein, mais qui vont être à proximité d'un bâtiment, s'il est en stress hydrique, c'est-à-dire qu'il manque d'eau, il va avoir tendance à puiser encore plus, essayer de puiser encore plus d'eau dans le sol et donc aggraver la sécheresse du sol et donc créer encore plus de fissures. Donc oui, il y a toujours des maladaptations possibles, que ce soit en toiture ou la végétalisation aux abords des bâtiments. Des retours d'expérience, ça, je ne sais pas exactement. Je sais, il y en a quelques-uns, mais je ne suis pas sûre qu'on en est sur de la maladaptation liée à la végétalisation, par contre. Ce sera intéressant à creuser. Ouais. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que de toute façon, il n'y a pas de solution miracle. Oui. Et que de toute façon, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'adapter le bâtiment au maximum, faire en sorte qu'il soit le plus résilient possible, dans une optique de conserver du confort thermique, éviter d'avoir des fissures, etc. etc. Mais que de toute façon, il n'y aura pas de stratégie parfaite. Le but, c'est vraiment d'essayer de maximiser la résilience et de minimiser les risques. Ensuite, il y a une question sur comment certaines solutions sont validées scientifiquement et dans une vision prospective. Ce qu'on fait pour trouver nos solutions, c'est qu'on épluche déjà la littérature scientifique, qu'on épluche aussi toutes les solutions qui sont proposées par les différents centres de recherche, qui sont déjà appliquées également par vous, hein, nos partenaires qui nous transmettez des informations régulièrement. Et du coup, on est sur un catalogue de solutions qui est le plus exhaustif possible et le plus scientifique possible. Évidemment, c'est dans une vision prospective, parce que quand on propose des solutions, c'est toujours par rapport à un aléa et pour la manière dont l'aléa sera plus tard. En revanche, je ne saurais pas trop répondre à cette question en mettant les deux en lien, parce que bien sûr qu'on essaye d'avoir des solutions qui sont valables pour le futur. Après, on n'a pas encore testé les solutions dans le futur, donc c'est assez difficile de valider scientifiquement dans une vision prospective les solutions. Après, il y a des simulations qui sont faites, etc. Mais voilà. Ensuite, il y a une autre question qui est: est-ce que le baromètre va être publié? Désolée. Alors, le baromètre, en fait, l'idée, ce serait de sortir une publication, et ce serait intéressant, sur justement les différents risques du bâtiment. Pour l'instant, les résultats qu'on a sortis là, c'est à peu près tout ce qu'on a. Donc, on va mettre évidemment à disposition les résultats qu'on vous a mis dans ce webinaire. Et ensuite, si on arrive à sortir des résultats différents par rapport au fait que les bases de données sont plus remplies, etc., bien sûr qu'on ferait des publications régulières autour de ces sujets-là. Et par contre, ce PowerPoint, le support, sera mis en ligne et donc vous y aurez accès sans aucun problème. Ensuite, pourriez-vous revenir sur le risque grand froid? Je ne comprends pas qu'il n'y a pas à ce jour assez de données pour analyser ce risque, mais qu'il apparaît quand même dans l'outil. Sur quoi est basée l'analyse? Il n'y a pas assez de données pour estimer que le risque progresse, c'est-à-dire que le risque est de plus important entre 2020 et 2100. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de risque de plus en plus important et que, de manière générale, il n'y a pas d'informations qui montrent que des vagues de grand froid, en tout cas pas de simulation, de modélisation qui montrent que des vagues de grand froid vont venir affecter les bâtiments. Donc, ce qu'on a fait sur WhatsApp, c'est qu'on a récupéré les données qui existent et qui ne montrent pas qu'il y a un risque, et du coup, on les a mis dans l'outil, mais du coup, vous êtes en vert
quasiment partout, puisque le risque n'existe qu'en haute montagne, là où il existe déjà. Donc, il n'y a pas de... l'analyse, elle est basée sur exactement les mêmes données que ceux qui ont conclu qu'il n'y avait pas de risque. Et nous, ce qu'on restitue sur RAR, c'est aussi, sur Batadapt, c'est aussi dire qu'il n'y a pas de risque supplémentaire. Est-ce que vous pourriez revenir sur le fait de ne pouvoir affirmer que notre chiffre d'affaires est aligné à la taxonomie avec le critère 2 en CCS? Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Je crois que tu l'as déjà fait de revenir dessus. Oui. Tu vas revenir dessus encore? Non, peut-être qu'on peut regarder les autres questions et puis si on aurait Ok. tout le temps, on reviendra. Mais, Ouais. Est-ce que vous publierez ce baromètre d'adaptation régulièrement et si oui, à quelle fréquence? C'est une excellente question. On publierait en fait des informations à une fréquence régulière si les informations venaient à varier régulièrement et si si on avait des données suffisantes pour publier un baromètre. Donc pour l'instant, comme ce n'est pas quelque chose qui est fixé, pour l'instant, on reste sur un questionnement en suspens. À partir de quand devons-nous mettre en œuvre des actions d'adaptation, risques très significatifs, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on vous a du coup partiellement répondu dans le sens où cette information n'est pas donnée par la taxonomie européenne. Ce n'est pas le rôle de l'OID de la donner non plus. En revanche, ce que vous pouvez faire, ça c'est une interprétation, je dirais presque personnelle, c'est de regarder les graphiques qui vous sont fournis et déduire à partir de quand vous souhaiteriez mettre en place une stratégie d'adaptation au regard de tous les autres bâtiments qui sont au risque similaire, par exemple. Pour le DNSH 2, devons-nous bien regarder l'analyse croisée et donc connaître la vulnérabilité des bâtiments? Alors, c'est une excellente question. Dans la taxonomie européenne, ce qui est écrit, c'est qu'il faut faire une évaluation des risques et vulnérabilités. Donc, en soi, oui, il faudrait regarder et les risques d'exposition et la vulnérabilité des bâtiments et donc regarder l'analyse croisée. À l'heure actuelle, il est difficilement envisageable de connaître la vulnérabilité exacte des 44 000 bâtiments qui sont en base de données. Donc, ça va être au commissaire des comptes de trancher sur cette question-là. Si on est éligible à plusieurs objectifs, devons-nous faire l'analyse d'alignement obligatoirement pour tous les objectifs? Par exemple, pour construction neuve, atténuation et économie circulaire. Alors ça, c'est vrai que c'est une bonne question, d'autant plus que les templates de reporting ont changé très récemment. De toute façon, en fait, vous avez tout intérêt à faire l'analyse selon les différents objectifs environnementaux parce que peut-être que certains flux financiers ne seront alignés que selon l'un ou l'autre des objectifs. Donc, vous avez de toute façon intérêt à faire un screening de tous vos flux financiers selon tous les objectifs. Après, il y a aussi une question de priorisation et bien sûr, il faut éviter tout double comptage. C'est-à-dire que si vous êtes aligné par rapport à l'objectif atténuation, par exemple, ça suffit pour dire que le flux financier est aligné dans son ensemble et vous ne pourrez pas le compter deux fois, même s'il est aussi aligné en économie circulaire. Donc, c'est aussi à vous d'arbitrer un petit peu là-dessus, mais l'idée, c'est bien oui, de screener tous les flux financiers selon tous les objectifs environnementaux. Question suivante. Est-il prévu d'avoir des cartes plus précises pour les autres pays européens, l'équivalence de DRIAS pour la France? Alors, oui, il est prévu d'avoir des cartes plus précises. En revanche, pas au niveau de détail de DRIAS. En fait, ce qui se passe, c'est que les données, elles sont produites au niveau mondial. Ensuite, il y a des descentes d'échelle qui sont faites au niveau européen. Et ensuite, c'est des scientifiques qui font encore une fois une descente d'échelle au niveau de la France. Au niveau mondial, notre source de données, c'est l'Atlas interactif du GIEC. Au niveau européen, c'est Copernicus. Et au niveau français, c'est DRIAS. Là, pour l'instant, les sources qu'on a récupérées, c'était des sources mondiales. Et donc, les cartes ne sont pas extrêmement précises. Et donc, il est prévu, effectivement, d'aller prendre des cartes plus précises qui soient à l'échelle européenne, donc Copernicus et d'autres sources de bases de données de cette échelle-là. Ça ne sera jamais aussi précis que pour la France. En revanche, ça pourra être plus précis que ce que ça l'est à l'heure actuelle. De manière générale, l'OID n'est pas producteur de données, ce qui signifie qu'on est assez dépendant de l'existence même de ces données pour pouvoir traiter les bases de données et les rendre accessibles simplement.
Et du coup, on est dans une veille permanente de trouver les bases de données qui existent pour pouvoir les intégrer au plus vite à chaque fois sur Batadapt. Ensuite, allez-vous faire évoluer les critères à remplir sur le bâtiment dans l'outil rare? Par exemple, le fait d'avoir une façade en bardage métallique. Les critères sur Batadapt peuvent toujours évoluer, bien sûr. On essaye de les faire évoluer le moins possible pour vous permettre de pouvoir faire une collecte de votre donnée qui ne soit pas à refaire tout le temps. En revanche, s'il y a des questionnements spécifiques comme le bardage métallique, etc., ça pourra être traité à l'avenir si c'est demandé de manière globale, s'il y a beaucoup de personnes qui ont ce besoin-là. Donc, c'est plutôt des arbitrages sur l'ampleur du besoin qui se développe. Pour l'activité d'ingénierie 9.1, l'alignement en pourcentage de chiffre d'affaires peut-il être comptabilisé? Parce qu'il n'est pas encadré. Alors, l'activité 9.1, c'est vrai que nous, on ne la traite pas trop. On a l'activité 9.3. Encore une fois, pour savoir si on peut comptabiliser l'alignement en chiffre d'affaires en adaptation, il faut regarder si l'activité elle est habilitante pour cet objectif. Donc, c'est écrit très clairement dans les actes délégués, dans les textes. Donc, c'est facile à trouver. Voilà, 9.1, on pourra revenir vers vous si vous le souhaitez. Je n'ai pas l'information précise. Je crois qu'on a un petit peu dépassé le timing. On a un petit peu dépassé le timing? Ah oui, on a beaucoup dépassé le timing. Il y a encore pas mal de questions. Ce que je vous propose, c'est de nous envoyer directement vos questions à l'adresse email de l'OID, contact@o-immobilierdurable.fr. Et du coup, on essaiera de vous répondre au plus vite pour toutes ces questions. Toutes ces questions-là. Et on vous remercie à tous de vous être connectés. Juste un petit rappel du coup pour les nouveautés. Il y a eu du coup le Tech Sprint, Batadapt, le programme. On est toujours ouvert aux partenariats financiers si vous êtes intéressés pour nous rejoindre pour avoir un leadership stratégique sur l'outil. Ensuite, sachez que si les créations de comptes sont ouvertes à toutes les structures, ça veut dire que même si vous n'êtes pas à l'heure actuelle adhérent de l'OID, vous pouvez avoir un espace connecté. Donc, n'oubliez pas, pareil, de nous contacter si vous êtes intéressé. Et si vous êtes une collectivité, vous aurez aussi un parcours spécifique, probablement en ligne à la fin 2023, voire début 2024. On vous remercie pour tout ça, de nous avoir écoutés, etc. Je remercie aussi l'équipe. Et je vous dis bon après-midi. Au revoir.